Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les images du jour et voici Donald Trump saluant Callista Gingrich, qui est un personnage assez connu, surtout dans quel domaine est-elle connue? L'ambassadeur des États-Unis en Suisse? L'ambassadeur des États-Unis en Suisse. Et, l'une de ses caractéristiques les plus remarquables a toujours été sa coiffure, il faut le dire, une coiffure assez volumineuse, n'est-ce pas? Laissez-le bouger. Ça ne bouge pas avec le vent. C'est impressionnant. Si Donald Trump attire toujours l'attention avec sa mèche, elle a dit « Pousse-toi, j'arrive ». C'est un bon couple, d'après ce que je vois. Voilà Madame Gingrich, je ne sais pas quel genre de produit elle utilise pour ses cheveux. Même l'homme aux cheveux courts, à droite et à gauche, ses cheveux bougent, mais là, aucun ne bouge. Aussi, parmi les images trumpiennes, on voit cette image au G7, où Donald Trump est reçu. Et aussi par l'épouse de Macron, dont j'ai oublié le nom en ce moment, mais bon. Madame Macron, la femme de Macron, qui au final, c'est Brigitte. On dit qu'elle est douée pour les gifles, certains assurent qu'elle est douée pour ça, alors faites attention. Une autre image qui attire l'attention, c'est celle-ci. Ici, nous voyons qu'il s'agit de la sélection de... Quel pays déjà? Non, l'équipe nationale d'Uruguay. D'Uruguay. Ils les ont accueillis aux États-Unis avec des chiens pour vérifier qu'ils n'avaient rien d'illégal. On voit qu'un d'eux n'est pas très à l'aise. Surtout, oui, je crois qu'aucun d'entre eux n'est vraiment à l'aise, mais celui avec la chemise blanche est le plus contrarié de tous. C'est en quelque sorte ce que vivent actuellement les footballeurs avec ces contrôles exagérés qu'on leur fait subir. C'est donc une belle invitation adressée au tourisme international pour venir visiter les États-Unis. En attendant, regardez, ce qui attire aussi mon attention, c'est ce qui se passe là-bas en Iran. Regardez, c'est un rapport, d'ailleurs, un rapport. Je fais court parce que, à partir d'ici, nous allons passer directement à la longue émission en direct, mais nous devions vous parler de cette situation à cause de ce qu'elle implique dans ce conflit. Il y a déjà en ce moment une série d'avertissements de la part des services de renseignement qui assurent qu'il est très, très probable que la question nucléaire ne sera pas résolue en Iran. Passons aux détails de ce que révèle la CIA, à savoir une série de nouvelles évaluations. Les services de renseignement doutent que l'Iran veuille vraiment abandonner son programme nucléaire. Selon le directeur de la CIA, John Ratcliffe, lui-même a informé directement le président des États-Unis, Donald Trump. Ceci donc pour lui dire « Monsieur le Président, devinez quoi? Notre rapport de renseignement indique que la véritable intention du régime des ayatollahs est de ne pas céder sur la question nucléaire. » Et donc, voilà. C'est Monsieur Radcliffe, voilà ce personnage qui dit les choses comme elles sont. L'évaluation de la CIA indique que Téhéran négocierait sans l'intention d'accepter. Dans les termes finaux que les États-Unis considèrent comme indispensables pour un accord durable. Il y a déjà des problèmes avec l'Iran et il y a des situations dont nous allons parler tout de suite. En fait, on entend déjà, disons, une précision. Des affrontements, mais même dans les médias, il y a déjà des protestations. Et cela vient de ceux du régime, pas de l'opposition, ni des gens qui sont contre le régime. Mais nous allons y venir dans un instant. Selon les sources citées par Radcliffe, ce n'est pas le seul fonctionnaire à avoir des réserves. Il se méfie totalement de l'Iran et est certain qu'aucun accord n'aura lieu. De plus, le secrétaire d'État, Marco Rubio, a exprimé des préoccupations internes concernant la viabilité de l'accord et sur la confiance que l'on peut accorder aux promesses iraniennes. Et en fait, à Washington, on assiste en ce moment à une sorte de choc interne. Il y a un choc en Iran, il y a un choc à Washington, même parmi les républicains eux-mêmes, qui ne sont pas vraiment d'accord sur la façon dont les choses se passent, finalement. Ils l'ont déjà souvent utilisé, surtout dans le détroit d'Ormuz. C'est la vraie raison. En vérité, la décision de vouloir ouvrir était due à une trop grande pression. Beaucoup de pays étaient très mécontents des États-Unis à cause de cette fermeture, y compris pratiquement tous leurs alliés en Asie. Certains alliés européens aussi avaient déjà des difficultés à maintenir leurs réserves. Même la propre réserve des États-Unis avait connu une baisse énorme. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a soulevé des questions sur le risque stratégique.
Et ce que dit Peter Hegseth est un sujet qui a du sens. Regardez, il affirme qu'il n'y a aucune garantie. C'est-à-dire, quelle garantie l'Iran peut-il donner? Eh bien, aucune. Nous avons déjà répété qu'ils n'ont ni programme nucléaire ni intention de fabriquer des armes nucléaires. Mais ils continuent d'augmenter, ils continuent de faire monter, disons, l'enrichissement de l'uranium, et que la seule raison de l'enrichir, ce sont les armes nucléaires. Eh bien, alors tu demandes quelles sont les intentions. Je pense qu'elles sont assez claires. Donc, eh bien, Pete Hegseth, qui d'habitude fait des commentaires, disons, peu utiles, cette fois-ci, eh bien, son commentaire semble avoir un certain sens. En revanche, d'autres membres influents du cercle présidentiel poussent et voient cela d'un bon œil, surtout ceux qui sont proches du monde des affaires. C'est-à-dire que les affaires se sont arrêtées, elles se sont stoppées dans le secteur pétrolier et énergétique. Et c'est ce qui les préoccupe le plus en ce moment. Ceux qui soutiennent la poursuite de la recherche d'un accord sont J.D. Vance, Steve Witkoff et Jared Kushner principalement. Ceux qui sont plutôt méfiants sont Marco Rubio, Pete Hegseth et ceux qui s'opposent complètement. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, c'est le même Radcliffe, le même directeur de la CIA, qui a démontré que l'intention n'est pas de céder sur la question nucléaire. Très bonne soirée, Emma. Salutations, Francisco Ars, le père de Novak. Comment allez-vous? Merci beaucoup d'être venu. Et pour tous ces likes qui arrivent, surtout aux personnes qui s'abonnent, on vous remercie énormément de faire partie de cette communauté. Salut à Roble et à toute la communauté qui arrive. Regardez. Il y a aussi un secteur sceptique en Iran, et regardez. C'est tellement vrai qu'en ce moment, on parle déjà de sabotages qui ont lieu en ce moment. Nous allons y aller en direct dans un instant, mais il me semble important d'abord de commenter ce que révèle le renseignement. Maintenant, une autre précision qui me semble également importante dans tout ce sujet, c'est que les avertissements surgissent après une série de collectes de données. Des renseignements ont commencé à arriver sous diverses formes. Imaginons que cela pourrait être le Mossad, cela pourrait aussi être le renseignement, évidemment des États-Unis, le renseignement militaire. Il faut rappeler que la CIA n'est qu'une agence, mais il existe différentes agences de renseignement aux États-Unis. En plus de cela, elles sont liées à des services de renseignement internationaux. Ils ont commencé à recevoir des données et à collecter des informations. En affirmant que plusieurs agences de renseignement seraient d'accord sur ce point, qu'il n'y a aucune possibilité d'un véritable accord. Il faut rappeler qu'il s'agit d'un pré-accord, ce n'est pas l'accord définitif et que pour l'instant tout le monde le voit d'un bon œil. Parce que bien sûr c'est une bonne nouvelle au fond, mais il y a aussi plusieurs risques et regardez, vérifiez ce qui suit. Donald Trump intervient et dit une série de choses que je trouve intéressantes au sujet de tout ce bras de fer. Il y avait beaucoup d'informations des Iraniens disant « Voyons ce qu'ils vont nous payer, qu'on ne sait pas combien pour passer, qu'on parle de 24 milliards de dollars pour… Comment ils appellent ça ? S'asseoir pour négocier? 12 milliards rien que pour négocier, puis 12 autres après les négociations, soit 24 milliards. Cet argent censé venir des États-Unis appartient en réalité à l'Iran. C'est-à-dire, ça veut dire que, c'est de l'argent que les États-Unis ont bloqué, mais en plus de ça, il y a une autre somme qui serait à peu près de 80 milliards de dollars que l'Europe et d'autres pays ont, disons, bloqué. Ils débloqueraient dans les 24 milliards l'argent détenu par l'Europe, soit environ 100 milliards de dollars. Mais en plus de ça, ils lèveraient les sanctions, c'est-à-dire qu'ils pourraient vendre du pétrole partout. Mais en plus de ça, les États-Unis paieraient 300 milliards de dollars et c'est là que commencent les réactions. Parce que, au moins, ce que dit Donald Trump, c'est ceci. Voyons, il affirme que le régime iranien mènerait donc une campagne de désinformation. Si ton régime mène une campagne de désinformation sur l'accord, pourquoi le signer ? C'est-à-dire, pourquoi voudrais-tu signer un accord dans lequel ils sont déjà impliqués ? Depuis le premier jour, en fait, depuis le jour 0, parce que l'accord n'a pas encore été signé. Si dès le jour 0 ou même le jour -1, -2. Pourquoi veux-tu signer quelque chose s'ils mentent ouvertement et complètement dans tous leurs médias ? Donald Trump a publié un message dans lequel il rejette catégoriquement la version selon laquelle les États-Unis paieraient 300 milliards de dollars, qualifiant cela de fausse information.
Dans le même message, Trump affirme que l'Iran a accepté de ne pas posséder d'armes nucléaires, une affirmation qu'il accepte. Trump a publié un message dans lequel des groupes en Iran disent que cela n'arrivera pas, qu'ils ne vont pas céder leur matériel nucléaire. C'est-à-dire, allons, jusqu'à présent, il n'a pas été catégorique en disant « Écoute, regarde, le message de Mojtaminé est déjà sorti, le message est déjà sorti ». Eh bien, Massoud Pezeshkian n'apparaît même pas, on ne sait pas où était Massoud Pezeshkian, il doit être en vacances ou je ne sais pas, mais nous allons aller à Aragashi. Que le ministre des Affaires étrangères n'a pas dit cela. Les États-Unis seraient à Taramassou s'ils veulent être en vacances, ça je le sais. Mais nous allons aller à la Gacha, 1 milliard en train d'évaluer. Si publicamente no, pues miren, Déjà à envoyer le matériel nucléaire vers ce pays. Non, rien de tout cela. C'est-à-dire, ils disent qu'ils vont parler du sujet. Juste parler du sujet, non, pas qu'ils vont le céder. L'essentiel dans cette histoire n'est pas le chiffre de 300 milliards de dollars, ce sont des chiffres avancés un peu au hasard. Regardez, ils ont bien touché des infrastructures. Les dégâts aux maisons sont minimes, vraiment très faibles. Où ont-ils causé d'autres dégâts ? Ce sont principalement des installations de la garde révolutionnaire. Vous croyez vraiment que les États-Unis vont leur donner tout cet argent pour qu'ils reconstruisent dans toutes les opérations militaires qu'ils avaient avant ? Il serait illogique que les États-Unis financent les militaires iraniens, cela n'aurait aucun sens. Je comprendrais qu'ils paient, par exemple, aux civils, ou tu sais, qu'ils financent une école, l'école où toutes ces jeunes filles volées sont décédées, ou qu'ils versent aussi une indemnisation aux familles de ces personnes. Ça, c'est quelque chose qui doit être fait. Et en fait, cela a déjà été fait en Afghanistan et dans d'autres guerres, mais aller aujourd'hui et payer parce que, regarde, tu as détruit ce bunker que nous avions ici, qui a coûté 80 milliards. Eh bien non, évidemment, ils ne vont pas payer ça. C'est-à-dire, ça fait partie des dommages d'une guerre. Au final, en tout cas, pour cette partie-là, je ne m'imagine pas la leur payer. Ce serait terrible. Que sait-on d'autre sur cette affaire ? Quelle réaction as-tu observée et que penses-tu de la situation ? Eh bien, un sujet qui attire l'attention est la réaction de Lindsey Graham, qui est un sénateur républicain et qui a été pendant un certain temps très proche de Trump, même s'il a aussi été critique envers lui à d'autres moments. Mais bon, maintenant que Trump est président, il n'est plus critique. Mais bon, le fait est que... Même en étant président, il l'a fait 2 ou 3 fois. Oui, 2-3 fois, il l'a remis en question là, mais bon, la question est qu'en ce moment, il a commenté que l'accord dit « Eh bien, si l'accord est comme le dit Iran, alors c'est très mauvais. Si l'accord est bien comme l'affirme le gouvernement, tant mieux, mais il faut vérifier. Lui aussi ignore la réalité de l'accord et doute de la véracité des propos. C'est l'essentiel. Je pense que l'une des choses les plus graves, c'est qu'il n'y a même pas de confiance entre eux sur ce que le président a présenté. Ils savent que le président pourrait mentir ou que ce sont peut-être les Iraniens. Le problème, c'est l'absence de confiance nécessaire. Exactement. Eh bien, tu disais, je crois que c'était hier, que ce Graham veut l'emmener devant le Congrès. Ils veulent l'examiner au Congrès. D'accord, oui, c'est ce qu'ils devraient faire. Au final, c'est à un autre pouvoir important du pays de l'amener devant le Congrès pour examiner les documents et dire « oui, c'est approprié ou non, ça ne l'est pas ». Parce qu'il semble que tout le monde ait l'information, sauf le peuple des États-Unis, n'est-ce pas ? En tout cas, eh bien, les membres du Congrès non plus, parce qu'en effet, ils ne savent pas, Graham lui-même, en disant cela, oui, qu'ils ne savent même pas ce qu'il y a dans ce document. Alors, de quoi parlons-nous maintenant ? Oui, je comprends que les Européens, et surtout en ce moment avec le G7, vont voir d'un bon œil la question du pétrole, le fait que tout soit réglé, tout ce que tu veux. Mais en réalité, un accord sans la question nucléaire reviendrait simplement à signer la perte d'une guerre. En gros, non, parce que tu te dis, bon, l'Iran va avoir plus de pouvoir après ça, parce qu'en plus, il a déjà montré ce qu'il peut faire avec les pays du Golfe. Les pays du Golfe seraient maintenant, eh bien, sous les ordres de ce que l'Iran décidera, en gros, n'est-ce pas ? Donc c'est une question ou un changement de pouvoir, chose que, j'insiste, je ne pense pas que cela va arriver, surtout à cause de ce qui se passe en ce moment. Écoutez, une grande salutation à Emma, EMA, EMT et à toute la communauté. Merci beaucoup à tous les abonnés. Tu peux leur dire qu'ils font partie d'une grande communauté hispanophone intéressée par les questions internationales, mais aussi désireuse de nous connaître, de découvrir la culture, de savoir qui nous sommes. N'est-ce pas ? Au final, malgré nos différences, nous avons aussi beaucoup de choses à partager. Roblox, salutations.
Walter Osorio, un grand salut aussi à Francisco Garcia, à toute la communauté, qui est déjà en direct, qui arrive petit à petit. Norma, comment vas-tu? Miguel dit « Le business est effrayant. Tant de vies perdues et des millions de dollars pour continuer à fabriquer des armes. » Miguel Alejandro demande « Comment vas-tu ?» Miguel, EMT, comment as-tu été? Francisco Garcia, Dilcia, salut. Oui, c'est clairement un business, non? Aucun doute là-dessus. Et puis, eh bien, allons-y, en plus, ce n'a même pas été une guerre justifiée dans le sens de la popularité qu'elle a eue. Elle n'a pas eu beaucoup de popularité. Eh bien, elle n'a pas pu la justifier. Il n'a pas pu la justifier, exactement. Je veux dire, dans le cas de George Bush Jr., quand il a fait La tempête du désert, la deuxième partie, pour ainsi dire. Eh bien, ils avaient en soi-disant eu des informations et des renseignements, ce qu'on a appris plus tard. San José, grâce à la contre-intelligence, leur faisait croire à la possession d'armes de destruction massive, alors qu'ils n'en avaient pas. Et donc là, il y a eu une défaillance du renseignement, mais il y a eu une justification au début. Oui, et cette justification a fait que, malgré tout, la guerre était impopulaire. Très impopulaire, oui, si vous vous souvenez. Mais il y avait au moins un peu de division dans le sens où, bon, certains étaient pour et d'autres disaient non. Même si c'était majoritaire, beaucoup disent bon non actuellement. Très peu de gens veulent ce conflit. Donc ça aussi c'est compliqué. Bien, eh bien passons tout de suite au direct. Ça va passer automatiquement au prochain rapport où l'on affirme. Comme prévu, on entend des explosions en Iran. Il y a déjà une plainte de la part d'Israël disant qu'ils sont déjà attaqués. Alors, laquelle ? Ici, on nous disait que l'accord se terminait jeudi. Je pensais que peut-être ce serait samedi, mais je crois que ça se termine en ce moment même. Allons dans le détail.